Alors Cocomelon. Donc ici, on va faire la partie 2, comment faire une analyse des logiciels malveillants avec l'assembleur x86. Donc là, je vais changer un peu les choses, je vais mettre l'article déjà traduit pour que ce soit plus rapide pour vous et pour moi. Sinon, la vidéo va durer plusieurs heures. Donc là, on est toujours sur le tutoriel du compilateur NNACM. Donc, je poursuis donc une série d'articles consacrés à mon parcours dans l'étude de l'analyse malware. On va améliorer les techniques d'assembleur. Donc, dans le dernier article de la série, donc la dernière vidéo que je fais sur la première analyse de malware, j'ai commencé à apprendre des exemples en langage assembleur. Donc, ce didactoriel vous montrera comment écrire des programmes en langage assembleur sur l'architecture x86 en 32 bits, mais je vais également fournir des exemples de code qui s'intègrent au langage C. Encore une fois, assurez-vous que NACM et GCC sont installés. Donc, il faut faire comme ceci, là, il faut afficher la version. Donc, on va le faire sur notre propre laboratoire. Donc, si je fais NACM version, j'ai bien une version, je fais la même chose avec GCC, donc le compilateur C, et là il y a bien GCC. Alors pour GCC, prévoyez bien d'installer les librairies en 32 bits, pas que celles en 64 bits, sinon ça risque de pas fonctionner. Alors pour installer les librairies en 32 bits, vous pouvez faire un sudo apt install gcc multilib. Ça, c'est une architecture de type Parrot, Debian, Kali Linux ou Ubuntu, ça fonctionnera. Donc là, on va répéter quelques instructions pour se rappeler ce que c'est. Donc le premier là, on a le move A et B. Donc ça copie la valeur de B dans A. Donc toujours la valeur qui est à droite, on la copie dans la gauche. Dans la syntaxe Intel, hein. Bien se rappeler la syntaxe Intel. On a l'opérateur AND, qui est l'opérateur et logique. Donc il va copier la valeur du résultat et dans le registre A de la fonction logique A et B. Donc vous voyez sur Wikipédia si vous ne connaissez pas les portes logiques. On fait la même chose avec la porte, la fonction OU, donc A ou B. Donc pareil, il va faire A ou B et il va mettre la valeur dans A. Le XOR, donc le OU exclusif, il va faire aussi un OU exclusif sur A et B et il va mettre le résultat dans A. On a le add, donc ça c'est l'addition. Donc il va additionner le A et B et il va mettre la valeur dans le registre, dans le A. On a la soustraction sub, donc A, B, la même chose, hein, il va soustraire A et B et il va mettre la valeur dans A. On a l'incrémentation, donc ça va incrémenter de 1 la valeur de A. Et l'inverse, la décrémentation qui va soustraire de 1 sur A. Et on a DB, donc c'est une pseudo-instruction qui déclare des valeurs, donc des octets, dans la mémoire quand le programme est en fonctionnement. Alors comme j'ai dit plus tôt, en fait la plupart des instructions de base n'ont que les formes suivantes. On peut avoir ces formes suivantes, mais quelques autres aussi. Donc par exemple là, on peut copier d'un registre à un autre. On peut copier la valeur à partir dans une mémoire dans EBX, par exemple, si on a une mémoire à l'adresse 125, on va copier les contenus à la mémoire 123 dans EBX. Plutôt. Là, on fait le contraire, on copie la valeur d'un registre dans une zone mémoire. Là, on va copier une valeur, donc on copie directement la valeur 12 dans EAX. Et là, on va copier une valeur en 55 directement dans une zone mémoire, ici à l'adresse 151. On a des pseudo-instructions. Donc les pseudo-instructions sont des éléments qui bien ne s'agissent pas de véritables instructions machine x86, sont de toute façon utilisées dans les champs d'instructions car c'est l'endroit le plus pratique à utiliser ou pour les placer. En fait, ça permet de stocker des octets et après les réutiliser dans notre code. En fait, c'est ça. Donc par exemple, on a DB055 qui permet juste de stocker un octet. Donc par exemple, ici la valeur 55. Là, on a la même chose, mais pour stocker plusieurs octets. Donc ici, on a 3 octets. Là, on a la même chose ici pour stocker un caractère. Donc le caractère A. On a la même chose pour stocker une chaîne de caractères, donc derrière aussi c'est des caractères. Là on peut stocker un Word. Alors il faut faire gaffe, le Word là, il est stocké à l'envers, hein. C'est en x86. Donc là on a DW, donc double Word. Donc là il faut faire attention, en x86 on est en Little Endian, donc en fait il stocke les valeurs à l'envers. Donc on a en 0.34, 0.12, mais après il va le relire à l'envers et ça sera bon. On a la même chose pour stocker une lettre, mais sous forme de valeur. Donc ici ça peut être sous forme ASCII, donc 0.61 qui correspond
AA et 0, 0 pour fermer la chaîne. Ça, si vous voulez le voir, on peut faire un -key. Et par exemple, si on regarde le 1 majuscule, ça correspond à 61 en hexadécimal. Et les valeurs après sur l'alphabet, c'est 62, 63 sur ABC. Donc là, on a la même chose, ABC, caractère constant, et ABC. Alors là, il y a une petite erreur à la fin. Normalement, on a le X00, là, une petite erreur du Slack qui a fait ça. On peut stocker une valeur, DD. Donc pareil, hein, à cause des Little Endianness, ça met à l'envers. On peut stocker des nombres flottants. On peut stocker 8 octets de manière constante. On peut stocker des nombres flottants en double précision et on peut stocker aussi en précision étendue avec DT. Alors, pour réserver de l'espace sans initialiser, vous pouvez utiliser les pseudo-instructions suivantes. Ils doivent être placés dans une section intitulée .pss. Vous obtenez une erreur si vous les utilisez dans la text section. Bah oui, la text section, c'est où on met les codes à exécuter. Donc ça fonctionnera pas si on met dedans. Donc là, ça permettra de réserver de la mémoire et après les utiliser. On a le buffer, par exemple RFB, donc il peut réserver 64 octets. On a le word var, le res word, donc ça va réserver un mot. Alors un mot, selon les architectures, ça peut être 2, 4, 8, 16 octets, ça dépend de votre architecture. Et là, on peut réserver aussi un tableau de 10 réels. Alors là, on va faire un petit code en assembleur qui va dire Hello World, donc bonjour tout le monde. Ceci, c'est notre premier exemple pratique. Commençons par le programme classique. Donc là, on a le code source. Donc il est fait comme celui d'avant. Et une fois que vous l'avez copié-collé, il faudra le compiler. Donc pour le compiler, il faut faire comme avant avec NASM. Donc on va le compiler avec les fichiers, avec l'assembleur. Donc là, ça nous met notre fichier en binaire, contient les données binaires. Donc on a bien LOO et après on va le linker aux librairies ou au système. Et on va le linker au système. Donc on fait avec un LD le type de l'architecture ELF en x386 et avec le LO0. Là c'est bon. Et on va l'exécuter pour voir s'il nous affiche notre Hello World. Et là on voit que ça affiche notre Hello. Comme vous pouvez le voir, tout fonctionne comme prévu. Notre programme a écrit Hello World sur la console en utilisant uniquement les appels système. Donc là, on fait les appels système, on n'appelle pas des librairies, on fait. Examinons les lignes de 1 à 12. Donc la ligne 12, là, c'est les appels système pour l'écriture, donc pour écrire le texte sur l'écran. Il faut savoir que l'écran, c'est une sortie. On a, après sa ligne 13, le mot EBX1, c'est le descripteur des fichiers. Donc c'est là qu'on indique si c'est une entrée, une sortie, etc. Donc là, on veut sortir du texte. Donc on veut écrire du texte vers quelque part. Donc on met stdout, on met 1. Après, là, on met l'adresse du message qu'on veut mettre dans ECX pour lui dire ce qu'il faut afficher. Donc ça permettra d'afficher bonjour tout le monde. Avant de terminer ceci, il faut lui indiquer combien d'octets fait la chaîne. Et une fois que c'est fini, il faut faire un appel d'interruption système pour qu'il appelle la fonction write qui va afficher notre chaîne sur l'écran. On voit que c'est ici, là, chez nous, c'est tout ceci. Donc même là, il dit qu'il appelle le kernel, en fait, il appelle le système à partir du kernel. On a la ligne 1921 qui correspond aux mêmes lignes qu'on a eues sur l'exercice avant pour que le programme se termine correctement. Donc là, il dit la même chose que moi, ils sont identiques à la logique des exemples du premier message, c'est juste une logique de sortie normale. Donc pour que le programme se termine comme on le souhaite, sans message d'erreur, s'il n'y a pas de message d'erreur, avec un message d'erreur, s'il y a des messages d'erreur, mais si le programme s'exécute mal. Alors, j'espère que vous n'avez pas oublié l'instruction 1080, donc l'interruption 80. Il y a une instruction 1080 qui est une instruction dans le cas d'assembleur. Il s'agit d'une interruption système. Donc, lorsque le microprocesseur ou le CPU reçoit une interruption 080, il effectue l'appel système demandé du noyau tout en obtenant le gestionnaire souhaité à partir de la table de descripteur d'interruption. Alors en fait, quand on va faire une interruption, comme il dit le mot, ça va interrompre le processeur, il va regarder ce qu'il faut faire, donc il va voir que par rapport à la valeur 80, à quoi ça correspond, et il voit que c'est un appel système, donc je vais dire, à quoi correspond cet appel système, et il va exécuter l'appel système. C'est grosso modo comme ça. Après, c'est un peu plus compliqué avec les processeurs modernes, ils possèdent des choses bien plus complexes.
Là, après, là, on n'est pas obligé d'utiliser que des appels système, on peut utiliser des bibliothèques qui ont été écrites par d'autres personnes. Donc, on va faire un hello world, donc bonjour à tout le monde, en utilisant la bibliothèque C. Donc, passons à coder notre exemple hello world en utilisant la bibliothèque C. Alors, on peut utiliser d'autres bibliothèques, hein, pas forcément C, on peut utiliser des bibliothèques C++, Rust, Go, etc. Après, c'est à vous de faire des essais. Rappelez-vous comment en C, on exécute la fonction de départ. En fait, la fonction main, fonction principale. Donc en fait, la première fonction qu'on fait quand on écrit une fonction main, c'est la fonction main. C'est la première fonction qu'on écrit quand on fait un programme en C. C'est parce que la bibliothèque C contient en fait l'étiquette start. Donc l'étiquette start qu'on a mis là. En fait, ça n'a pas besoin de faire ça, on fera main. Et après, avec la bibliothèque, il contient déjà ça et ça va exécuter ou dérouler le code. Le code start effectue une initialisation, puis appelle main, donc notre fonction principale, puis effectue un nettoyage, puis émet à l'appel système pour quitter. Donc à la fin, quand il effectue le nettoyage, ça veut dire par exemple, s'il y a des choses en mémoire, il faut désallouer ou remettre certains pointeurs de pile ou de tas au bon endroit. Il vous suffit donc de mettre en œuvre main, donc la fonction principale main, et on peut faire ça en langage assembler. Donc là, il a fait la même chose en langage assembleur. La différence, c'est qu'il a mis un main ici, et c'est plus facile à mettre en place. C'est équivalent au code en C ici, là, qu'on voit. Donc je pense que d'après les commentaires sur le code, tout devrait être clair. Voici un exemple simple. Donc à la ligne 14, on fait un appel à la fonction put. Donc on fait le call put. En fait, call put, c'est une fonction qui permet d'afficher un message, une fonction de code. Avant, cet appel l'adresse de la chaîne ou du pointeur de celle-ci avec notre hello world est poussé à la pile à l'aide de l'instruction. Donc oui, là on fait un push message pour qu'il mette l'adresse du message dans la pile qui après va être récupéré en faisant l'appel de la fonction put. En fait, il va récupérer grâce à l'adresse dessus le hello world qui est là. Une fois que la fonction put a rendu le contrôle à la main, la fonction de l'adresse de la chaîne ou un pointeur ESP est toujours sur la pile, puisqu'il n'est plus nécessaire que le pointeur ESP est remis à jour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est simple. Ça veut dire que comme on a mis un push, on a mis un message. Donc, ESP a été décalé par rapport au pointeur EBP, donc de pile. Donc il a bougé de 4 octets, donc parce que l'adresse message fait 4 octets. Et comme on se décale vers les adresses les plus basses, donc on va par exemple d'une adresse, par exemple si on a commencé l'adresse 1000, on fera l'adresse par exemple 996, et on sera obligé de rajouter 4 pour retrouver l'adresse de départ de EBP, qui sera égale à ESP. C'est comme si on efface ceci, c'est pour ça. Donc là, il dit, puisqu'il n'est plus nécessaire, le pointeur de pile registre est mis à jour. Add signifie ajouter la valeur 4 dans le registre USP. Donc ESP, il sera égal évidemment à EBP. Donc c'est comme si on n'aura plus de pile de FRAM. Et 4 parce que c'est du code 32 bits. Alors ça, c'est pas vrai. 4, c'est parce que c'est une adresse en 32 bits. C'est ça qui est plus logique. Après avoir appelé put, le code C d'origine indique retourne 0. Donc là, on retourne 0, donc on fait un XOR ou exclusif sur EAX. Et un ou exclusif sur EAX, c'est égal à 0. C'est une façon rapide de faire de remettre une valeur à 0. Et c'est une façon aussi qu'on va faire plus tard des charges utiles personnalisées d'initialiser une valeur à 0 sans mettre des 0,0 en hexadécimal, petit à part. Dans le code généré, ceci est fourni par l'instruction XOR EAX EAX. Donc XOR avec un registre, donc avec le même registre, donc que ce soit EAX EAX ou EBX EBX, si les deux sont les mêmes, ça fera toujours 0. Donc on va compiler le hello de ACM et on va voir ce que ça donne. Donc on compile. On va utiliser le compilateur GCC. Donc on le compile en statique pour architecture 32 bits, pas 64 bits. Là, il est compilé. On regarde si ça fonctionne. Hello 2. Et ça fonctionne. Comme on peut le contacter, tout va bien. Nous on chargé le binaire sur le debugger GDB pour l'analyser. Donc, on va l'analyser. Donc, on fait GDB en mode quiet. Et on fait GDB. On fait hello2 en mode quiet.
on met un point d'arrêt sur la fonction main, donc vous faites soit break ou soit vous faites main, au même. On fait run pour voir ce qui se passe, et là on voit notre code. Donc on voit qu'au début il pousse l'adresse de notre chaîne, il appelle la fonction, il remet EFP comme avant, il fait EAX et on fait ret. Alors regardons les valeurs. Donc au début, avant d'exécuter, on a ESP les EBP. Donc ESP est égal à FF0DC et EBP est égal à 0. On va aller à l'instruction suivante. Donc on l'a mis la chose sur la pile. Donc normalement le FP devrait pointer sur Hello World. Donc là ça fonctionne bien. Donc on a bien le FP à la bonne adresse. Et on a toujours EBP à 0. On va à l'adresse suivante. Donc là on a ESP. Là on va rajouter 4 à ESP. Ouais, en fait là il rentre dans la fonction. Il rentre dans la fonction put et si je fais ça, bah ça peut durer longtemps. Ouais, donc là on voit que le programme fonctionne bien. Maintenant on peut faire la même chose. On peut le compiler le code en C. Par contre là on va le compiler avec le cross compilateur qui permet de compiler pour les machines Windows en 32 bits. Donc faut pas oublier d'installer le cross compilateur. On va le compiler. Donc là on a un fichier exécutable sur Windows. On va faire une analyse statique de base. Donc puisqu'on considère tous mes exemples d'un point de vue d'analyse de malware, faisons une analyse statique de nos 3 fichiers. Donc en fait, analyse statique, c'est faire une analyse du fichier sans l'exécuter pour voir un peu ce qu'il contient. Donc là, on voit le résultat de la compilation de Hello ACM1. Donc en fait, qu'est-ce qu'il contient en assembleur, Hello2 et HelloX. Compilation croisée, donc ça veut dire en cross-compilation qui peut fonctionner sur Windows, et on l'a compilé à partir d'un autre système d'exploitation. C'est pour ça qu'on appelle ça la compilation croisée. Donc là, il nous dit d'utiliser file pour voir ce que ça donne. Donc faisons ça. Donc, file hello le premier. Donc le premier, on voit que c'est un fichier de format ELF en 32 bits pour Linux, en LSB exécutable pour du Intel 0386, donc du 32 bits, donc vraiment du vieux processeur 386, et il a été linké de manière statique. Le 2, pareil, sauf que dessus il a une signature et il n'a pas été strippé, donc c'est la même chose. Et l'autre c'est X. Et le dernier, on voit que là c'est un portable exécutable en 32 bits, donc c'est-à-dire c'est pour Windows et pareil pour 386 et pour MS Windows. Ok. Maintenant on va faire un fdump CLO et avec id20, donc regardez les 20 premières lignes et on va voir ce qu'on trouve. Donc là on va faire un fdump sur Hello et on va voir les 20 premières lignes. Et là on voit le premier truc, on a un executing on a un fichier ELF qui est portable et on voit notre chaîne Hello World. On peut faire la même chose sur le 2, on a aussi la même chose là. Là, il nous l'explique, j'espère que vous ne l'avez pas oublié. Hello et Hello2, il s'agit d'un fichier ELF, donc exécutable, linkable, format. Et que vous voyez nous ici, comme on peut voir sur le capteur d'écran, ELF en en-tête commence un peu par magie. En fait, il disait que ces codes-là, c'est des magic codes. Et les bitcoins magiques ELF, en fait, ils fournissent des informations sur le fichier. Donc les 4 premiers octets en hexadécimal définissent qu'il s'agit d'un fichier exécutable, unlinkable format. Donc ça c'est mis en hexadécimal, ASCII, 45E, 4CL, 46F. Et il y a eu une valeur préfixée en avant qui est 7F. Donc cette en-tête-là, quand c'est un fichier comme ça, elle est obligatoire. Il garantit que les données sont correctement interprétées lors de la liaison ou l'exécution. Pour mieux comprendre le fonctionnement interne d'un fichier ELF, il est utile de savoir que ces informations en-tête sont utilisées. Donc, il y a l'information en-tête et après, derrière, il y a d'autres informations sur le fichier ELF. Mais ça, c'est autre chose. Après, là, on va voir la même chose mais avec le fichier X. Là, on voit que on a le magic code MZ, donc c'est Microsoft, donc ça appartient depuis chez Microsoft, et on a le PE, portable exécutable, et surtout on a aussi ce programme ne peut pas être exécuté en mode DOS. Ça aussi ça nous indique que c'est pour Windows. Là ce qu'il nous dit, il dit tous les fichiers PE, donc portable exécutable valide, contiennent la valeur des 2 premiers octets sous la forme 4D et 5A, donc MZ en ASCII, le nom de Mark Zbioskish.
qui est l'architecte bien connu de MS-DOS. Sous cette en-tête comprend une liste de structures. De plus, tous les fichiers PE, portable exécutable valides, contiennent PE comme P portable E exécutable. Après, on peut faire un string pour chercher les chaînes de caractères lisibles dans les fichiers. Donc là, on voit qu'il y a du Hello World partout. Donc, on va faire ça. Donc sur le premier, on reconnaît le Hello World. Sur le deuxième, pareil, on voit le Hello World en premier. Et sur le exécutable, voyons si on le voit, on voit aussi le Hello World. Donc ils disent, et comme vous pouvez le voir, les trois fichiers contiennent la chaîne Hello World. On peut faire un objet dump avec la syntaxe Intel. Et on peut mettre id pour juste nous afficher les premières en-tête. Donc là, ici nous dit on peut voir les fichiers par le type d'en-tête grâce à objdump. Donc voyons si on peut faire la même chose que lui. Coller le premier. Alors hello, format de fichier EL32 x80 386. Donc en fait là, lui il arrive à convertir, à comprendre que c'est. Le 2, il voit bien que c'est pareil, que c'est de l'ELF32 pour x386, donc en 32 bits, il comprend. Et pour l'exécutable, il voit que c'est un format en fichier portable exécutable pour x386. Comme on peut le voir, de cette façon, vous pouvez également comprendre le type de fichier par ces en-têtes. Donc si on exécute le Intel avec le grep ment .a, en fait ça veut dire qu'il va rechercher le main et on pourra voir le code source en assembleur de notre fonction principale. Call. Donc là, on a domain, on a le premier là qui est le principal, et là on reconnaît notre fonction qu'on a pushé notre EBP, on met l'ESP dans le EBP, donc là c'est l'initialisation, on sauvegarde EBP, et il initialise les valeurs. Ah, ça c'est le prologue, ok, ça c'est le prologue. Et soustrait, on a l'adresse. Alors on voit que ça a été linké. Donc là on reconnaît une partie de l'assembleur. Donc tout ça je vous attirer sur votre attention sur ces instructions que j'ai indiquées sur la capture d'écran. Ces instructions enregistrent le pointeur de base précédent EBP et sont définies EBP pour pointer sur cette position sur la pile juste en dessous de l'adresse de retour. Ceci configure EBP comme un pointeur de tram. Ouais, c'est le push à EBP, donc là, comme il dit, le push EBP, en fait, il sauvegarde au début du pointeur de tram, et là, avec le move EBP, EFP, il crée un nouveau pointeur de tram. Donc, c'est ça. Donc, certains compilateurs peuvent soustraire l'espace requis du pointeur de la pile, et ces instructions peuvent écrire chaque argument directement, voir ci-dessous. En fait, ça, c'est le prologue, et il soustrait l'espace nécessaire, et en fait, il va allouer l'espace nécessaire qu'il a besoin, par exemple, pour la pile. Donc, ces trois lignes sont connues sous le nom de prologue de fonction d'assemblage. Regardons maintenant un exemple et vous comprendrez immédiatement ce que cela signifie. Considérons le code source C. Donc là, on a un simple code source avec une fonction principale qui envoie un entier et qui accepte aucun argument, qui est void, qui est vide. Donc ce code assembleur ressemble à ceci. Donc voilà l'instruction texte, ça global le main, là le push EBP, initialisation de la frame, on met la valeur AX sur 3, on met EBP dans ESP, on refait le contraire, donc on remet la bonne valeur, et on récupère l'ancienne valeur EBP dedans. Donc en fait la mob EBP, ESP, ouais, on récupère pour ESP. Allons vérifier ceci est exécuté avec objet dump. Donc regardons si j'ai le code source. Donc exemple 1, c'est ce que j'ai dit, c'est ça. Avec on sauvegarde le BP, on met l'ESP dans EBP, donc nouvelle frame. On fait un move de la valeur 123 dans EAX. On remet l'ancienne valeur, donc la valeur actuelle EBP dans ESP et on remet le pointeur de base. On le dépile, on met sa valeur d'origine et après on retourne la fonction. Donc compilons-le. On va le compiler avec GCC car il fait des appels en C. Bah, pas forcément des appels en C, mais c'est pour... on fait une appel main en C. Donc on regarde si on a bien exemple. Oui, on a bien exemple 1. Et maintenant on va faire un objet dump, Intel, et on va regarder la fonction main. Et là on a exactement toutes les valeurs. Alors sauf 7B là, qu'on avait mis en décimale, et il l'a mis en hexadécimal. On avait la valeur 123 et 123 c'est égal à 7B. On peut regarder avec la calculatrice. 123. Là on va en bas 16 c'est 7B. Dans les décimales. Hop, 7B. C'est bien ça.
Donc je souhaite attirer votre attention sur les instructions que j'ai indiquées dans le capteur d'écran, c'est ce qu'on appelle l'épilogue de fonction. Oui, l'épilogue, c'est en fait on alloue de la mémoire et on sauvegarde le pointeur de base de pile au début. L'épilogue de la fonction invalide l'espace de pile alloué et restaure la valeur EBP à l'ancienne et rend le contrôle de la fonction appelante. Vous voyez, c'est ce qui est fait à la fin là. Si vous compilez et vous désassemblez du code C, on aura ceci. Donc là on a le A1, push. Donc là, on peut le compiler en C. Exemple 1 en un fichier exécutable X. Alors, exemple 1, quoi ça correspond? Ah, c'est ça. Là, si on va compiler ce code-là. Là, j'ai exemple 1 qui fait exactement la même chose que exemple en ACM. Donc, on va le compiler et on va voir ce que ça donne. Donc, compilons-le avec le cross-compilateur. Donc, je peux le compiler sur une autre fenêtre. Et on va voir la différence. Donc on a le main là, on ressemble à un assembleur, et là en C, est-ce qu'on a la même chose? Ouais, on a le prologue qui est là, et on a le call et on a leave, c'est un peu différent. Donc si vous compilez le code en C, donc comme je viens de faire là, nous voyons l'instruction leave. Donc l'instruction leave, instruction qui fait exactement ce que font ces deux instructions et utiliser un certain compilateur pour économiser la taille du code. Donc entrer 0 est très lent et jamais utilisé. Est à peu près aussi efficace que mov plus pop. Le prologue et l'épilogue se trouvent généralement dans les assembleurs pour séparer les fonctions les unes des autres. Oui, en fait, ça permet de séparer les fonctions des unes des autres et aussi de gérer le pointeur de pile et la mémoire. Parce que là, on voit la fonction leave hein, qui est là, et cette fonction leave, elle correspond à les deux instructions mov, EFP, EBP et pop. EBP. Ça permet d'économiser des cycles CPU. C'est plus rapide d'exécuter leave. Il y aura moins d'instructions CPU qui vont être exécutées et ça par rapport à ceci où ça demande plusieurs choses à faire. Alors le mode d'adressage mémoire. Donc passons à un autre exemple. Donc là on a un autre exemple où on a une fonction principale, donc main, void, et où dedans on a une autre fonction, admis, qui prend deux arguments. Et avec cet argument-là, dans cette fonction-là, elle additionne deux nombres et elle retourne le résultat. Donc, on voit ce que ça ressemble en langage x86. Donc, on voit que c'est beaucoup plus conséquent parce qu'il y a la gestion de la pile, de la mémoire, etc. qu'on ne voit pas dans les langages de haut niveau. Une grosse partie, c'est le compilateur qui gère ça. Donc là, on va le compiler. On compile avec GCC. On va faire un objet DOM pour voir la fonction main. Donc là, on reconnaît bien notre code, on reconnaît bien quand on sauvegarde EBP, on gère le prologue, EBP, EFP, on push les valeurs, on appelle la fonction, on met EAX à 0, on move EFP, EBP, donc on remet EFP à sa valeur et on remet EBP à sa valeur aussi, et on fait un retour. Donc là, il n'y a pas de différence. Donc on reconnaît bien ce qui a été mis dans le langage assembleur. Un langage assembleur qui est exemple 2, hein, donc on en reconnaît tout ça. Il y a sauf le red qui a été rajouté et certaines choses qui ont été rajoutées, c'est exactement ça. Et on va voir la fonction admis. Donc comment on va voir la fonction admis? On fait ça et on va voir si on reconnaît un admis. On colle, mapdam. Donc là on voit bien admis, on reconnaît le push EBP, le mov EBP, le mov on met 0, 0. Ah, ça c'est lui qui l'a rajouté, c'est pas nous. Donc si c'est bien ça, ça correspond à EX0. Le dword, ça c'est bon. Je cherche la bonne adresse, c'est bon. Le add aussi, donc je l'additionne. Et quand il remet le EBP au bon endroit, donc il n'y a pas de problème. Et il retourne l'adresse. Donc c'est bon. Comme vous pouvez voir, après l'instruction, on a push 3, push 2. Nous allons à la fonction admis à l'adresse. Donc lui c'est 08049D00. Alors c'est pas forcément la même adresse. Hein. Là, nous ça peut être autre chose. Hein. Par exemple, nous on n'a pas la même. On a 08 04 0D00. Ah si, on a la même. Bon, on a eu de la chance. On va passer au débugage en mode silencieux, quitte. On va faire un point d'arrêt sur main et après on exécute programme. On fait GDB. Donc, on va exécuter GDB pour exemple 2. Donc on met un point d'arrêt sur main et on exécute. Alors on voit qu'il va directement sur push 03. Donc déjà tout ce qui est initialisation et sauver l'ancienne frame, il a fait. Donc il va directement là. On voit que je n'ai pas encore sur la pile, hein. Donc pour être sur la pile, il faut faire next instruction, donc SI.
Donc si on fait FI, alors il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il a bien mis le push 3, donc il a bien mis la pile sur la valeur, à l'adresse là qui est là, il l'a bien mis à 3, donc c'est bon. On va faire la même chose jusqu'à temps qu'on va aller faire la fonction ennemie. Donc on fait une FI une autre fois. Donc qu'est-ce qu'on voit d'intéressant, c'est qu'on voit qu'il a poussé la valeur 2 sur la pile. Alors on voit hein, que c'est intéressant, il va de la valeur la plus haute qui est là à la valeur la plus basse. Hein. Donc il respecte bien l'ordre de la pile. On recommence la prochaine instruction. Donc là on voit qu'on est rentré dans la fonction et qu'on a fait un call. Il a pushé une valeur dedans. Et qu'est-ce qu'il a pushé? Il a pushé une adresse qui pointe vers main12zorzor. Donc en fait main12zorzor fait... c'est pas grave qu'on peut faire ça. Donc 012 Zorzor, en fait, c'est l'adresse de retour qui est là. Et en fait, il met dans la pile l'adresse de retour, c'est qu'en fait, c'est pour, une fois que la fonction est terminée, pour reprendre le programme. Donc, on voit que sur la pile, il a mis cette adresse-là. Donc là, il nous dit de répéter à chaque fois. Donc, on y avance encore une fois. On voit qu'on est sur le push EBP, ESP qui a été mis. Après, il a fait un mob ESP, BP. Donc, normalement, on devrait avoir la valeur de BP sur la pile. Donc là, on a l'adresse de retour, on a le 2, c'est bon, on a le 3, et là, on a une adresse EBP. Une fois que ceci est fait, après, il va mettre la valeur ESP dans EBP. Donc la valeur ESP est égale à 0xff0c8. Donc EBP, le pointeur de base va avoir cette valeur-là. Donc pour une nouvelle frame. Hop, donc est-ce que c'est vrai? Est-ce que EBP a cette valeur-là? Donc EBP a bien la valeur maintenant 0xffdc08, hein, que avant ESP avait, ou même que ESP a. On voit que ESP est égal à EBP là. Là, il va initialiser EAX à 0 à la prochaine instruction. Alors c'est bizarre, c'est la première fois, il pointe vers bin bash shell. Prochaine instruction, on voit que la EAX est à 0. Donc là, il dit que nous sommes à des arguments push, ajoutons le résultat EAX. Donc là, c'est ce qu'on est. Il dit le jeu d'instruction i8632 prend en charge l'utilisation de 4 composants distincts pour spécifier un opérand, une mémoire. Les 4 composants ont une valeur de déplacement fixe, oui, c'est pour déplacer un registre. Donc on peut mettre une adresse, un registre d'index. Ça peut être un facteur d'échelle, donc par exemple on peut rajouter un plus, comme on a fait là. Ou une adresse effective qui est calculée comme ici. Registre de base, registre d'index, facteur d'échelle. Mais là ce qui est plus important, qu'il n'explique pas pourquoi on a mis 0x8. Donc ça on va voir ça tout de suite. Donc là il va faire EBP plus 0,8 pour avoir la valeur. Pourquoi et quelle est la valeur de EBP? Donc là, on a mis EBP est égal à ESP. Donc maintenant, la valeur de EBP, c'est égal à la valeur de 0xFFDC. Donc 0,8FFDC, est-ce qu'elle se trouve quelque part? Oui, elle se trouve là, elle est là. Là, on a la valeur. Donc là, celle-là, elle contient la valeur ESP de base. Elle contient une adresse qui pointe vers 0 après. Donc il y a 4 octets. Là, on a la valeur de retour d'adresse. Donc on a déjà 8 octets. Et c'est pour ça que là, à l'adresse, on a la première valeur là pour récupérer. Et donc 8 octets. Donc là, il va récupérer la première valeur normalement qui est ici. C'est pour ça qu'on a un décalage de 8. Hein. Ça, on peut le vérifier avec la calculatrice. Donc la première valeur là qui est EBP, on ne peut pas mettre la valeur entière. Hein. Je peux mettre la valeur entière si vous voulez, hein. FFF. Non, faut commencer par la valeur la plus grosse, donc c'est D0, D0. Et si je fais moins FFF, D0, c'est 8, normalement j'ai 8. Ah non, mais je suis bête, mais décimale. Et normalement là, j'ai 8. Donc là, on a bien un décalage de 8. Pour la prochaine valeur, on va la calculer tout de suite, ce sera plus simple. On a toujours, c'est décalé de 4, donc on a toujours FFF, D0, D4, moins l'adresse de EBP, FFFF. C0, C8, et là normalement on va taper sur une valeur qui est égale à C, et C c'est égal en décimale à 12. Donc normalement on tape sur la valeur EBP plus 12, ça devrait être bon, on est sur la bonne valeur. Donc là on voit bien qu'on tape sur les bonnes valeurs. La preuve, si je fais une prochaine instruction, normalement EDX va valoir 2. Donc là, EDX est égal à pas 2, une autre valeur. Je fais la prochaine instruction et on voit que la valeur EDX est égale à 2. On fait la même chose là. Normalement, EAX est égal à 3. Donc EAX est égal à 3. Et après, si on veut l'instruction, EAX va être égal à 2
plus 3 égale 5. Donc normalement, EAX, la prochaine instruction, c'est égal à 5. Donc à 5. Après, il va sauvegarder, il va remettre tout la pile comme il faut et il va retourner à l'adresse qui est là, à l'adresse de retour. Et c'est bon. Déplacement. Donc là, ils disent que le registre de base peut être n'importe quel registre, du usage général sauf le EFP. Les valeurs de déplacement sont des décalages constants codés dans l'instruction. Les facteurs d'échelle valides incluent 1, 2, 4, 8. Ouais, en fait, c'est des valeurs qui correspondent à des valeurs d'adresse. La taille de l'adresse effective est toujours de 32 bits. Alors ça dépend de l'architecture. 32 bits sur 32 bits, 64 bits, 64 bits. Ou ça peut être des choses un peu différentes selon des architectures un peu bizarres. Donc là, on a certains exemples. Par exemple, on met une valeur d'adresse, MyVal, on va trouver la valeur de MyAdresse. On peut faire, en même temps, c'est un pointeur de base. On peut mettre une valeur qui est pointée par le pointeur de base dans EAX. On peut faire aussi un décalage d'un pointeur de base sur EAX. La preuve, là, qu'on a voulu récupérer une valeur dans la pile. On peut faire la même chose sur un registre d'index sur une chaîne de caractères. Par exemple, pour pointer un endroit d'une chaîne de caractères ou pour récupérer le début, la fin d'une chaîne de caractères ou une certaine chaîne de caractères. On peut faire des calculs aussi avec sur ces types de pointeurs aussi sur les chaînes de caractères, aussi bien entre registres ou entre des valeurs réelles. Là, qu'on voit qu'aussi on peut faire la même chose, on peut faire des additions, des multiplications, ou on peut faire les deux. Alors faites gaffe, ça respecte les fonctions mathématiques. Multiplication est toujours prioritaire à l'addition. Dans notre cas, nous poussons l'appel à l'argument à l'envers, etc. Donc voilà, on a fait une manipulation d'adresse, donc ça s'appelle recherche par rapport à l'adresse relative EBP. S'il y a 3 arguments, on a inversé. Ah oui, en fait, dans la pile, vu qu'on lit à l'envers, il faut inverser les arguments pour voir ceci. Si ça a 4 arguments, on peut faire la même chose. Et alors, les arguments, ils rajoutent 8, 12, 16. Alors, ça dépend. 8, 12, 16, c'est parce qu'on a mis un argument en entier. Si on met des chaînes de caractères, il se peut que les adresses ne soient pas les mêmes et ça prenne plus de place. Donc là, pour un exemple simple, on a compris le résultat. Donc je pense que vous avez compris le résultat. Comme je l'ai écrit plus tôt, certains compilateurs peuvent soustraire à l'espace requis depuis le pointeur pile, quelque chose comme ceci. Ouais, là, il peut soustraire dessus dans le prologue pour allouer la mémoire qu'on a besoin dans la pile dès le départ. Ça, c'est une espèce d'optimisation. Après, les optimisations, les compilateurs, ils en font énormément. Ça peut poser beaucoup de problèmes, même dans le débogage ou dans l'analyse du code, parce que ça rend le code assembleur pas forcément évident à lire. Et on continue à examiner notre débogage en quelques étapes supplémentaires. On revient à la fonction mainWed. Donc comme j'ai dit, là, il est revenu à l'adresse de retour qu'on avait vu là. Je pense que maintenant vous comprenez mieux pourquoi nous avons besoin de comprendre les piles. Supposons que nous ayons une fonction f1 qui appelle une fonction f2. Et la fonction f2 à son tour appelle la fonction f3 lorsque l'action f1 est appelée, une certaine place de la pile lui est attribuée pour les données locales. Donc en fait c'est l'adresse de retour plus des arguments, plus des choses qui ont été pushées en plus, c'est ça qui appelle les choses qui ont été allouées. Donc cet espace est alloué en soustrayant le SP registre à une valeur égale à la mémoire requise. Donc là c'est la technique à certains compilateurs qui font ça pour être plus rapide et optimiser l'espace à allouer avant. La taille minimale de la mémoire allouée est de 4 octets, c'est-à-dire la même que si la procédure nécessite 1 octet, elle devrait prendre 4 octets. Alors oui, ça c'est vrai, la taille minimale c'est l'adresse de retour, c'est ça qu'il faut dire. La fonction 1, donc f1, fait certaines choses, puis appelle la fonction 2, puis la fonction 2 libère l'espace sur la pile en soustrayant la valeur EFP. Donc en fait, à chaque fois qu'on sort d'une fonction, la mémoire qui avait été utilisée par la fonction qu'on a utilisée précédemment, on la libère. Heureusement, sinon on va saturer la mémoire de l'ordinateur. Donc dans ce cas, les données locales des fonctions f1 et f2 se situent dans des zones de mémoire différentes. Oui, ça c'est les frames en fait. Et ensuite la fonction f2 appelle la fonction f3 qui alloue également l'espace sur la pile. La fonction f3 n'appelle aucune autre fonction et à la fin de son travail, elle doit libérer l'espace de la pile en ajoutant ESP en registre et soustraire lors de l'appel à la fonction. Donc si la fonction f3 ne restaure pas la valeur de ESP registre alors que la fonction f2 continue à travailler, elle n'accédera pas à ces données puisque la recherche de la fonction ESP registre. Oui en fait, plus on va loin dans les fonctions, si une fonction appelle une autre, il faut qu'elle sauvegarde certaines valeurs. Comme j'ai dit, il faut par exemple qu'elle sauvegarde la valeur de retour, sinon elle ne se rappellera plus de quelle fonction était avant appelée. De même, la fonction f2 doit restaurer la valeur ESP de registre à la sortie, c'est-à-dire avant son appel. Oui, c'est ce que je viens de dire, il faut restaurer l'ESP et
BP les adresses comme c'était avant. Ainsi qu'au niveau des procédures, il est nécessaire de suivre les règles de travail avec la pile. La procédure qui a pris de la place à la pile, ce dernier doit la libérer. Alors, en fait, comme il dit, ce qu'on a alloué au début, il faut toujours libérer la mémoire. Si cette règle n'est pas respectée, le programme ne fonctionnera pas correctement. Oui, parce que si elle ne retrouve pas l'adresse de retour, il va planter ou exécuter des choses qu'on veut pas. Ça peut être fait de façon volontaire pour créer des espoirs. Mais chaque procédure peut accéder à sa propre zone de pile de manière arbitraire. Si nous étions obligés de suivre les règles de travail avec la pile à l'intérieur de chaque procédure, nous serons obligés de transférer les données de la pile vers une autre zone mémoire, ce qui est extrêmement gênant et ralentirait considérablement l'exécution du programme. Oui, qu'en fait, si on ne mettrait pas une zone à chaque fois de frappe de pile, à chaque fois qu'on mettrait tout dans une même zone, par exemple, si on a 40 fonctions, on sera obligé de tout dépiler et tout relire la mémoire et ça sera super long. C'est pour ça qu'il dit que ça va ralentir le programme. Chaque programme possède une zone de données où se trouvent les variables globales. Pourquoi les données locales sont-elles stockées sur une pile? Ceci est en fait pour réduire la quantité de mémoire occupée par le programme. Si le programme appelle plusieurs procédures de manière séquentielle, alors chaque instant, l'espace sera alloué quand donné d'une procédure d'une pile est occupée et libérer la zone. Alors en fait, ça c'est simple à comprendre. C'est que quand on fait une variable globale, elle peut être partagée partout au niveau des fonctions. Donc on est obligé de la garder quelque part en mémoire. Et locale, en fait, on l'utilise par exemple dans les fonctions qui sont en cours. C'est pour ça qu'une fois qu'on n'a plus besoin des variables dans la fonction, qu'on n'utilise plus la fonction, il faut libérer la mémoire. Comme ça, on libère de la mémoire. On ne va pas garder à chaque fois qu'on appelle une fonction la mémoire qui a été allouée dans les variables. Sinon, ça serait catastrophique. Imaginez, j'appelle 40 000 fois des fonctions imbriquées et je les quitte et que j'oublie de désallouer la mémoire. Vous avez vite fait à utiliser des gigas ou des téras de mémoire. La zone de données existe tout le temps que le programme est en cours d'exécution. Si les données locales se trouvaient dans une zone de données, il sera nécessaire d'allouer de l'espace aux données locales pour toutes les procédures du programme. Mettons à jour notre fonction admis. Donc là, on remet la fonction admis. Donc là, c'est plus vraiment un admis, c'est un admis avec qui rajoute des nombres A et B, mais en plus il multiplie par 42, donc une fonction pour multiplier. Donc ça, c'est la version en C, et là, on a une version en assembleur. Ici, la petite différence qu'on voit, c'est qu'à un certain moment, on voit qu'on a un imul qui en fait multiplie la valeur. Il fait une multiplication. Donc, il ne le fait pas vraiment dans l'ordre comme ici, mais bon, ça correspond, ça fonctionne quand même. Il multiplie A fois 42 et après il rajoute le résultat, le B. Il respecte la priorité des opérations mathématiques, donc ça pose pas de problème. Donc on va le compiler et l'analyser. Donc on le copie. Si on le regarde à notre code assembleur ici, là, exemple 3, on va le compiler. Donc là, on l'assemble. On compile en mode statique 32 bits, puis collé. Donc normalement là, je vais voir un exemple 3. Alors exemple 3, il est là. Puis et là, on va faire un objet dump pour voir comment il nous a compilé ça. Donc là, en premier, on regarde dans le programme principal. Donc là, on reconnaît bien le push de la gestion de BPEFP. Là, il nous met bien 5 et 3. Il appelle la fonction et après, il remet les bonnes valeurs EFP, BP et il fait la bonne gestion pour quitter le programme et il fait le retour de mémoire, etc. On va regarder la fonction. Donc, on va regarder admis. Donc là, on a la même chose, gestion de BPESP au début. Là, on récupère les valeurs et au milieu, là, on voit qu'il multiplie par 2A. Donc 2A, c'est bien 42. On peut vérifier avec la calculatrice. Non, si je me mets en mode hexadécimal, si je tape 2A, ça fait 42. En base 10, on peut me mettre en décimal. 42. Alors, on peut faire un petit truc sympa qui ne monte pas dedans. Je vais vous montrer avec le débugger GDB que c'est vrai. Donc, par exemple, exemple 3. Je mets un point d'arrêt sur la main. Je l'exécute. Donc au début, on est tout début. Donc on va à la prochaine instruction. Donc là, il va mettre les valeurs dans la pile. On voit déjà que là, entre EBP et SP, il y a déjà 3 et 4. 3 et 4. On rajoute l'adresse de retour et on est atterri dans la fonction admis. Donc là, il est sur le récupère B. Et là, c'est à partir de là qu'il va faire les opérations. Donc il va bouger, il va lire la valeur en 0,8. Donc
si je fais la prochaine instruction, normalement, là, il va mettre la valeur dessus. Donc, il va mettre dans EAX le premier argument. Donc, normalement, il va mettre le 3 là dedans. Là, ce qu'il a bien fait. Après, là, la prochaine instruction, là, il va multiplier par 42. On va vérifier. Et une fois qu'il aura multiplié par 42, il va mettre la valeur dans EDX. Donc on va regarder dans EDX si on a bien la bonne valeur. Donc on fait ici instruction suivante. Alors EDX, on a combien? On a 7E. Alors on va vérifier si c'est ça. Donc ce qui est cool avec la calculatrice hexadécimale, c'est qu'on peut faire des multiplications en hexadécimale. Donc 3 fois 42. Est-ce qu'on a la même valeur? On a 126. Et 126 c'est égal à 7E. Donc c'est bon. 7E, ça correspond bien à 3 fois 42. Donc on a la bonne valeur. On continue. Donc là, l'instruction qu'il va faire, c'est qu'après, on va rajouter la valeur. Donc là, on va récupérer l'autre valeur. Donc on va récupérer 5. Et on la met dans EAX. Donc instruction. Et là, dans EAX, on a bien 5. Et on a toujours EDX égale 7E. Donc après, il va additionner EDX, là, 7E avec le 0,5 et il va mettre ça dans la valeur. Donc est-ce que c'est bon? On fait SR. Et là, on a 83. Donc est-ce que si en décimale, on fait 42 3 plus 5, ça fait 83 en hexadécimal. Oui, là on voit que ça fait 83 en bas 16. Hein. On peut même le forcer en hexa et ça fait bien 83. Donc là, c'est bon. On a les bonnes valeurs. Donc là, dit, comme vous avez déjà compris, les mules instructions utilisées pour la multiplication. Donc, je vais vous faire la différence. Alors, programmation Win32. D'abord, d'accord, tout est bon, mais la plupart des logiciels malveillants sont écrits sur Win32. Ça, c'est vrai, mais bon, maintenant, les malwares ou les logiciels malveillants ont tendance maintenant à bien évoluer et à attaquer de plus en plus les machines sous Mac, sous Linux. Et surtout là, une nouvelle mode, on a des logiciels malveillants qui commencent à attaquer tout ce qui est IoT, donc objets qui fonctionnent sur Internet, ou par exemple les routeurs, les switches, etc. Donc c'est pour ça que je vous conseille après, dans la cybersécurité, ne pas faire que de l'assembleur x86, ça serait bien aussi de faire de l'assembleur sur ARM ou sur d'autres types d'architecture. Donc l'analyse de logiciel malveillant rend compte souvent d'applications Win32. Dans l'analyse, passons à l'exemple Win32, appelons-le le LO3 ACM. Donc on va faire ceci. Donc là, on voit qu'on a notre programme en Win32 et 86 32 bits. Donc là, une fois qu'on a le programme, il faudra le compiler. Mais bon, il dit que cette application est la plus simple. En fait, il ouvre une boîte de dialogue avec Hello World, donc examinons ce code. Il utilise uniquement les appels système Win32 simple de kernel 32. Donc il utilise la librairie kernel 32. Il est donc très instructif et il n'utilise que les bibliothèques C et ainsi que la librairie kernel 32. Donc là, il nous dit qu'en fait, après, il suffit juste de linker avec les DL. Alors, premièrement, nous avons ceci, externe, on a externe message box et exit process. Il s'agit des fonctions externes à l'API Win32. Le nombre arrobase après le nombre d'octets que la fonction extrait de la pile un retour de fonction. Donc en fait, c'est la valeur qu'il extrait après la pile, et puis faire des extraire. Cela doit être le nombre de push après la fonction multipliée par 4. En fait, là, il précalcule la mémoire qu'il a besoin. Donc, la plupart du cas, ça sera utilisé par le nombre d'arguments passés par la fonction multipliée par 4. Oui, parce qu'en fait, c'est des octets qui passent. Donc, c'est des octets en 32 bits multipliés par 4. Ensuite, nous poussons les arguments dans l'ordre inverse, comme on a fait dans l'autre. On a poussé les arguments dans l'ordre inverse vers la message box A, donc la file, et puis poussons l'argument également vers le process. Donc on fait pareil que dans l'autre en fait. En fait, c'est ça qu'il explique, externe message box. Là, c'est comme une fonction, donc on pousse les données dans l'ordre inverse des message box. On commence par le event type qui est là, après le caption qui est ici, le message qu'on veut mettre, donc en fait l'adresse du message, et ici là, l'argument LWN et le cal. Alors pour connaître ça là, en fait, il faut aller sur le site de Microsoft qui nous explique toutes les syntaxes, comment programmer ça, et tu en lire à l'envers quand on fait de l'assembleur, quand on veut le pusher sur la pile. On compile, donc là on assemble, on compile, donc là il faut bien mettre L-kernel 32 L-user, en fait c'est les librairies qu'on va linker. Parce qu'en fait, comme c'est des librairies externes, on est obligé de lui dire, sinon il ne les trouvera pas et ça va pas compiler. Normalement, on devrait avoir un hello.x, hello3x, et on regarde, alors hello
3x, ouais, il est bien là, il n'y a pas de problème, ça fonctionne, bien compilé. Et là, moi, vu que j'ai pas envie de me casser les pieds, j'ai installé Win32 qui me permet d'émuler des appels Windows et d'exécuter ça sur Linux. Donc normalement, si je fais wine hello 3x, je devrais avoir la message box qui devrait se lancer. Et là, j'ai bien un message box là, de Windows qui se lance. C'est comme si j'étais sur Windows. Hein. Là, j'ai lancé pour... Là, on peut faire une analyse statique. Et on va retrouver certaines données intéressantes. Donc là, on fait une analyse statique en regardant les chaînes lisibles par un humain. Donc des choses intéressantes, hein. On peut voir le message Hello World, le message box qui a été appelé, les librairies qui ont été appelées, et par exemple le nom Hello World. Faut même faire gaffe parce que des fois quand on compile, on met des données de débugage et on peut même retrouver des parties de code source ou des données qu'on ne devrait pas avoir, qui peuvent un attaquant être plus facile ou un chercheur soit plus facile pour regarder comment fonctionne le malware. Donc on peut faire aussi, comme il a fait un xdump. Donc là, on va faire un xdump sur Hello3. Donc là, on reconnaît les mêmes strings qu'on a vus, mais on a des petites choses qu'on voit un peu plus. Hein. Comme par exemple le magic bit qui est le MZ. Donc il nous dit bien que c'est un exécutable pour Windows, et en plus on a le PE là qui est affiché. Donc c'est intéressant. Sinon, après, on fait un obj dump aussi. On peut avoir là, le code décompilé. Donc là, j'ai le code et il faut choper la bonne section. Par ici, par exemple, là, on a la fonction qui appelle la message box et qui quitte le programme proprement. Donc on a tout ce qu'il faut ici qui fonctionne. Parfois, pour comprendre que ça fait une fonction, on n'a pas besoin de la désassembler, mais simplement de regarder ses entrées et ses sorties. Ouais, bah là, on ne l'a pas forcément désassemblé. Donc en fait, le message box et exit process m'a permis de savoir que c'était. De cette façon, vous pouvez gagner du temps, mais en même temps, il faut quand même regarder à l'intérieur. Alors, en fait, ce qu'ils disent là, oui, c'est rarement le cas parce qu'un malware, c'est assez gros. Donc, on a un peu de chance. Il est tout petit, on arrive à peu près à comprendre vite fait le principe, mais sinon, la plupart du temps, c'est pas vraiment vrai. Alors, j'écrirai à ce sujet dans un premier article et j'essaierai de considérer des exemples réels de logiciels malveillants simples. Donc, lui, il va faire ça. Après, moi, je verrai si je pourrais faire ça. J'espère que cet article a été utile pour l'analyse des logiciels malveillants débutant aux membres de l'équipe rouge, donc la Red Team, et qui souhaitent développer des compétences dans l'art de l'ingénierie inverse. Alors, j'espère que c'est plus clair pour vous, que je mets la traduction automatique. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus et à vous abonner.